Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle, votre nouveau rendez-vous du dimanche sur LCI à 14h pour se replonger dans les grandes affaires criminelles. Au sommaire de notre dimanche justement, cela fait tout juste un an que les expertises sur les ossements du petit Émile Soleil ont été remis au juge d'instruction en charge du dossier sur la disparition et la mort de ce petit garçon. Depuis, il y a bien eu des gardes à vue, mais aucun élément concret nouveau n'est apparu dans ce dossier. Est-ce que l'affaire du petit Émile est en train de devenir un cold case? On va vous dévoiler dans cette émission les toutes dernières informations sur l'enquête et vous verrez qu'il y a du nouveau. Et puis, dans 8 jours, débutera le procès de Cédric Jubilard. Il sera jugé, vous le savez, pour le meurtre de sa femme Delphine. Un procès très particulier puisqu'il n'y a dans cette affaire ni corps, ni preuve matérielle irréfutable, ni aveu de Cédric Jubilard. Vous entendrez l'avocate de Cédric Jubilard. Comment compte-t-elle le défendre? Comment réagit-elle au dernier rebondissement de l'été? Elle nous racontera tout cela dans un instant. Et puis évidemment, comme tous les dimanches, dans le viseur de Guillaume Fard. Guillaume qui reviendra cette semaine sur l'arrestation dans l'affaire du meurtre de la joggeuse Agathe Hilleret. Un homme a été interpellé et Guillaume va nous expliquer les secrets d'enquête. Il nous expliquera notamment comment une simple montre a permis de remonter à cet homme. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Histoire criminelle, soyez les bienvenus, chapitre 3. Et tout de suite, on se plonge au cœur de l'enquête. Et on se plonge cette semaine dans une enquête presque sans fin, une enquête dont on se dit qu'elle piétine et qu'elle piétine peut-être beaucoup ou pas. Avance-t-elle en secret? Est-ce que l'affaire sur la mort du petit Émile, il y a plus de 2 ans maintenant, est devenue un cold case? On va répondre avec nos invités à cette question. Camilla Campuzano, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste TF1 LCI, vous avez réalisé un long format sur l'affaire Émile, vous avez remonté toute l'enquête, toute l'histoire. On va rentrer dans tous les détails avec vous. Merci d'être là. Et puis Valentin Doyen, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, allez on va le dire, probablement le journaliste le mieux informé sur cette affaire, que vous suivez depuis le début. Votre modestie évidemment va en souffrir, mais vous suivez cette affaire depuis le départ, sur le terrain. Vous allez nous donner les toutes dernières informations sur l'enquête et on verra qu'elle continue à avancer, cette enquête. C'est précieux de vous avoir avec nous, merci beaucoup. Et puis Guillaume Fard est avec moi dès le début de cette émission, on ne va pas se priver. Merci Guillaume d'être avec moi. On va avec vous aussi décrypter, tirer tous les fils de cette affaire sur le petit Émile. D'abord peut-être pour se remettre au cœur de cette affaire, on va commencer avec un extrait de votre long format, 2 ans d'enquête, 2 ans de mystère sur l'affaire du petit Émile. Sa disparition a ému toute la France. Le petit Émile n'avait que 2 ans et demi. Un après-midi d'été, plus aucune trace de l'enfant. Des dizaines de gendarmes et de volontaires sont toujours à la recherche d'Émile. C'est quand même inquiétant. Au bout de 20 mois d'enquête, coup de théâtre, les premières gardes à vue. Les gendarmes investissent le domicile des grands-parents. On se dit vraiment que là, les enquêteurs ont quelque chose et qu'ils cherchent à obtenir des réponses sur une piste qui serait plutôt une piste criminelle. Tout le monde est là à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Perquisition et arrestation du couple avec 2 de leurs enfants. Interrogés pendant des heures, confrontés aux preuves matérielles. La piste intrafamiliale est depuis le début forte. Ils sont finalement relâchés. Mais les proches sont-ils vraiment mis hors de cause? L'enquête est loin d'être terminée. L'enquête est loin d'être terminée. Avant de tirer les fils de tout ce qu'il reste à faire, de ce qui est en train de se faire encore sur ce dossier, Camilla, ce qu'on voit dans tout le travail que vous avez fait dans ce long format, c'est que l'enquête, elle a été fouillée. Il y a eu beaucoup de choses, de fait. Il y a plein de dossiers qu'on traite ici et ailleurs où on se rend compte que les gendarmes n'ont pas beaucoup travaillé ou pas suffisamment ou s'ils sont mal pris. Là, des actes d'enquête, il y en a énormément sur l'affaire Émile. Oui, effectivement, on voit que de gros moyens ont été mobilisés dès le premier jour, avec presque une centaine de gendarmes directement sur place. On a vu des hélicoptères, très rapidement des drones. Au bout de quelques temps, assez vite aussi des équipes cynophiles, et puis aussi énormément de bénévoles qui sont venus de partout pour participer aux fouilles. En fait, ça a été au début une recherche, parce qu'on pensait d'abord à une piste accidentelle, donc une recherche, on va dire, avec des battues, où chacun a essayé de rechercher le moindre indice, et puis progressivement, on a débloqué différents outils techniques, et effectivement, je ne vais pas tout donner d'un coup, mais il y a eu différentes pistes qui ont été étudiées par la suite. Je ne sais pas si j'en parle tout de suite. On peut en parler, et on va les détailler évidemment tout au long de cette émission, mais... Il y a eu à un moment donné une dalle de béton qui a été
été retiré parce qu'on pensait que le petit Émile était peut-être tombé dedans au moment du chantier, ou peut-être qu'on l'y avait caché. Il y a eu aussi un agriculteur et sa famille qui ont été interrogés. Il avait la réputation de rouler un petit peu vite dans le village, donc on s'est dit peut-être qu'il y a eu un accident, qu'on l'a pas dit, voilà, ou un lac aussi a été fouillé avec des plongeurs. Donc effectivement, on peut dire qu'il y a eu de gros moyens au fur et à mesure de ces mois d'enquête qui ont été déployés. On va reprendre cette enquête. C'est un très bon teasing que vous nous avez fait. Peut-être avant de rentrer dans le cœur de tout cela, votre sentiment personnel quand on travaille sur une enquête qui dure comme ça pendant 2 ans. Vous avez eu plein de témoignages. Valentin, vous êtes allé très régulièrement sur place. Vous vivez pas très très loin. Vous connaissez tous les acteurs. Pourquoi cette affaire, elle fascine autant les Français? Pourquoi elle intéresse autant? Pourquoi elle suscite autant d'émotions? Tout simplement déjà parce qu'il y a un enfant. Donc c'est un fait divers, il y a un enfant, et il y a surtout une énigme. C'est-à-dire qu'on est un peu plus de 2 ans après la disparition d'Émile, c'est le 8 juillet 2023, on ne sait toujours pas. Mais à l'inverse de beaucoup d'autres faits divers, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé, on ne sait toujours pas s'il est immobile, on ne sait toujours pas où il est. Puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est un crâne et des vêtements qui ont été retrouvés. Donc il y a une énigme énorme derrière ce dossier qui pousse les gens à s'y intéresser, mais pas que le grand public. Quand vous discutez un peu avec les acteurs du dossier, que ce soit le procureur Blachon, qui gère ce dossier à Aix-en-Provence, que ce soit l'ancien patron de la section de recherche de Marseille, le colonel Berthelin, qui est aujourd'hui général dans l'Oise, que ce soit maître Isabelle Colombani, qui est rompue à l'exercice, qui défend Philippe et Anne Vedovini, quand on leur pose la question, oui, Émile, c'est quelque chose d'à part dans leur carrière. Et Dieu sait que ces 3 personnes que je viens de citer, il y en a beaucoup d'autres, ont des carrières très importantes et ont porté parfois des accusations pour le procureur Blachon dans des affaires très médiatiques. Émile, c'est à part. Il m'a même confié, le procureur, qu'une affaire comme ça dans une carrière, c'était suffisant. Preuve qu'elle est éprouvante également pour ces gens-là. Camilla ? Je pense que ce qui touche avant tout, c'est quand même cette photo du petit Émile qu'on voit tout de suite sortir et qui a beaucoup ému l'opinion publique. On sait que les disparitions d'enfants touchent énormément. C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de gens dans le voisinage qui se sont tout de suite, dans le voisinage et on va dire dans la région, qui se sont mobilisés dès le début. Ce sont quand même 800 personnes qui sont venues bénévolement sur ces battues dès les premières heures, qui ont passé au peigne fin une zone de 5 km². C'est parce qu'il y a une émotion très très forte sur cette affaire. Tout le monde se dit ça aurait pu être mon petit-fils. D'ailleurs, ce sont les témoignages qu'ont recueillis nos reporters de TF1 LCI sur place. Ça aurait pu être mon petit-fils, ma petite-fille, mon fils, ma fille. Il fallait que je vienne parce que j'aurais voulu que les gens se mobilisent de cette manière si ça nous arrivait à nous personnellement. Donc je pense qu'il y a effectivement cette dimension assez dingue, on va dire assez surprenante au niveau de l'enquête, mais à mon avis, c'est aussi parce qu'il y a un fort caractère émotionnel. Le visage, il est gravé dans toutes les mémoires. Oui, d'abord, il y a une émotion très forte, ça a été rappelé. Je plagierai pas Roger Giquel, il disait la France a peur, mais dans cette affaire, la France veut savoir. C'est une histoire française, l'affaire du petit Émile. Tous les Français veulent savoir, tous les Français connaissent cette affaire et veulent connaître le dénouement. Comme vous disiez, on ne sait pas. D'abord, si la mort est de nature accidentelle ou criminelle, on ne sait toujours pas. Et ce qui a été retrouvé par une promeneuse le 30 mars 2024, c'est seulement un crâne et des vêtements, mais pas plus que cela. Et donc il y a cette énigme. Et ce qui rajoute au mystère, c'est le huis clos. Oui. C'est-à-dire que le Haut-Vernay, le jour de la disparition d'Émile, c'est 17 personnes, pas plus. On parle de 17 personnes. Et sur ces 17 personnes, il y en a 10 qui sont de la famille d'Émile. Donc c'est 10 plus 7 en réalité. Et il y a quelque chose qui a beaucoup surpris, c'est que le jour où il y a cette fameuse reconstitution, les gendarmes ont demandé une reconstitution. Ils la demandent assez tard dans le processus. Ils la demandent le 28 mars 2024. Mais quand il y a cette reconstitution, ils sont les 17. Donc en fait, on rejoue la scène. On reprend les acteurs du jour de la disparition. On dit maintenant, voilà, le huis clos, on va le refaire. Et le crâne apparaît 2 jours après. Et là, forcément, tout le monde s'interroge. Se dit, mais est-ce que la réapparition d'une partie seulement du corps, c'est la conséquence de cette reconstitution? En tout cas, il y a une temporalité, un caractère concomitant qui interroge. Vous nous replongez dans l'enquête. D'abord, cette enquête, Valentin, vous qui la suivez précisément, on se demande si elle est au point mort.
Est-ce qu'elle continue d'avancer? Sous quelle forme? Et ce sont vos informations, les dernières informations que vous avez pu recueillir. Elle continue d'avancer, elle n'a jamais cessé d'avancer. La cellule nationale d'enquête a un peu réduit en volume. Ils ont été jusqu'une quinzaine à travailler quotidiennement sur cette affaire pendant plus de 2 ans. Là, ça a un petit peu réduit, mais les moyens sont encore considérables. Et ils continuent à mener des investigations, non pas dans le plus grand des secrets, mais parfois ça ne se voit pas ce qu'ils font. Bien sûr, il y a eu les gardes à vue, et là tout le monde en a parlé. Mais une fois que les gardes à vue des grands-parents notamment du petit Émile. En mars dernier, une fois que les gardes à vue se sont terminés, la section de recherche est repartie au travail. Il n'a jamais cessé, cette section de recherche de Marseille, de travailler. Elle a mené des investigations au début du mois de juillet, par exemple, à proximité du Haut-Vernay. Ils se sont de nouveau transposés sur place. Personne ne les a vus. Oui. Mais ils y étaient. Et ils ont fait des prélèvements, ils ont fait des analyses. Peut-être qu'ils les exploiteront dans les prochaines semaines. Je ne sais pas encore. En tout cas, ils continuent de travailler. Ces derniers jours... C'est important, pardon, vous allez continuer, mais ça veut dire que ce que vous nous dites là, c'est que début juillet, les enquêteurs se sont de nouveau transposés sur les lieux, ont de nouveau fait des relevés. Ça semble fou quand même, parce qu'on se dit, ça fait 2 ans qu'on y est, on a l'impression que tout a été fait dans les premières semaines. Et on revient encore chercher des choses. Qu'est-ce qu'on peut venir chercher? On peut venir chercher plein de choses. On peut venir vérifier, par exemple, ce qui a été dit en garde à vue. On peut venir vérifier également ce qui a été dit lors d'audition. Tenez, autre information, ces derniers jours, un habitant du Vernay a été entendu pendant 6 heures. On est un peu plus de 2 ans après les faits. C'est un habitant du Vernay qui est au quotidien. Pourquoi attendre plus de 2 ans? Parce qu'on l'a peut-être mis face à d'autres déclarations. On souhaitait peut-être vérifier de précédentes déclarations et comparer l'ensemble des données dont disposent les enquêteurs. Donc oui, ils continuent de travailler. Qu'est-ce qu'on peut venir y chercher? On peut venir, par exemple, chercher les pollens. Les pollens, 2 ans après les faits, il y a des pollens qui ont été retrouvés par le professeur d'Outremepuis, une sommité de l'ADN à Bordeaux, des pollens qui ont pu être retrouvés par lui ou par l'IRCGN, qu'il ne faut pas mettre de côté, sur les ossements, sur les vêtements. 2 ans après les faits, au moment où on est à la même saison, il faut s'intéresser à ces pollens. Est-ce que le corps a été déplacé à un endroit, 2 endroits, 3 endroits différents? Est-ce que des pollens matchent en bas du Vernay, en haut du Vernay? Vous voyez, c'est tout ça qu'on va chercher. On continue d'entendre et on continue de planifier, bien sûr, des investigations. C'est loin d'être au point mort. Donc, des auditions qui se poursuivent, vous venez de nous dire, un habitant qui a été entendu début juillet, les enquêteurs qui sont de nouveau transposés. Tout ça dans, et c'est le mot que vous employez, Guillaume, un huis clos. C'est aussi ce qu'on voit dans votre long format. Je voudrais qu'on reprenne pour nos téléspectateurs, on va regarder cette carte. Vous connaissez par cœur Valentin et Camilla. La carte de là où tout s'est joué. Il y a la maison des grands-parents au Vernay. Il y a le lavoir dans ce village où les chiens vont marquer une dernière fois. C'est là qu'on perd la piste d'Émile. Et puis l'endroit où on va retrouver le corps d'Émile. On est entre 1,5 km et 2 km à peu près de la maison des grands-parents. C'est ça qui est aussi dans cette affaire particulièrement intriguant. C'est que tout se joue. Et on entend des habitants dans votre long format qui disent « Mais on a fouillé, on était venus là, on était passé. Comment des ossements peuvent être découverts si longtemps après ?» Et même la personne qui a retrouvé les ossements dit je me balade régulièrement dans ce secteur, je les aurais vus s'ils avaient été là avant. Et effectivement, les analyses ont montré que le crâne a dû forcément être déposé peu de temps avant sa découverte, tout comme les vêtements. C'est ce qu'ont démontré les analyses. Le corps n'a pas été enfoui sous terre et il n'y a pas eu de décomposition dans les vêtements qui ont été retrouvés. Donc forcément, ça a été déposé par quelqu'un. Effectivement, le calendrier, vous le disiez Guillaume, pose question. 2 jours après cette mise en situation, cette reconstitution, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est dit il faut commencer à donner des réponses, quelqu'un qui a eu des remords? Ça soulève des questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu donner aux enquêteurs quelque chose pour s'en débarrasser avant qu'on retrouve ces éléments peut-être qui puissent l'incriminer? Ça soulève énormément de questions. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas arrivé là par hasard, ces éléments ont été déposés par quelqu'un. Pour alimenter ce que vous dites, Guillaume, juste avant de vous entendre, je voudrais qu'on écoute l'extrait de la porte-parole de la gendarmerie que vous avez interviewé dans votre long format. Soit nous n'avons pas pu détecter ces ossements à l'époque, soit ces ossements sont arrivés après les recherches. Ces ossements ont pu être apportés après les recherches, soit par une personne humaine, soit par rapport à des intempéries, soit par des animaux qui auraient pu aussi trouver ces ossements et les déplacer. Guillaume, c'est effectivement la dernière option aujourd'hui qui reste. Ces ossements, ils ont été déplacés. On sait qu'il y a eu un traumatisme facial fort. Il y a suffisamment d'éléments qui laissent à penser cela.
Le traumatisme facial, le fait que ces ossements ne se décomposent pas dans les vêtements qui ont été retrouvés, en clair, le corps a été déplacé. Donc là, il y a quelque chose qui interroge déjà sur le fait qu'on retrouve cela dans une zone qui avait déjà été fouillée à maintes reprises. Au moment de la disparition, c'est quand même 800 personnes qui ont complètement ratissé les lieux. Ils n'ont rien vu. Et c'est une promeneuse qui a l'habitude d'emprunter ce chemin qui tombe dessus comme si on avait placé cela pour qu'elle le trouve à ce moment-là. Donc là, il y a une première question. Il y a une deuxième question, c'est pourquoi le faire à ce moment-là ? On le disait, le 28 mars 2024, il y a la reconstitution. Le 30 mars, on retrouve le crâne. Et pendant toute cette période, il n'y a pas de sépulture pour Émile, puisque, évidemment, on ne sait pas s'il est mort ou pas. On le présume, mais là, on en a la certitude absolue, puisqu'on retrouve son crâne. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'au fond, placer ce crâne à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est pas aussi, quelque part, permettre qu'une cérémonie d'obsèques ait lieu avec cette petite boîte blanche, ce cercueil blanc qui contient ce qui reste d'Émile, qui reste l'image extrêmement forte et marquante de la cérémonie. Vous tirez un fil qu'il y a aussi en filigrane dans cette enquête et dans cette affaire. Je ne sais pas si on peut poser la question comme ça, mais il y a beaucoup de rapports à la religion dans cette affaire. On sait que la famille d'Émile est très religieuse. Le moment où on retrouve les ossements, c'est le week-end de Pâques, c'est le dimanche de Pâques, celui de la résurrection. Ça va permettre des obsèques pour le petit Émile. On parlera peut-être tout à l'heure de ce curé qui a baptisé Émile et qui est aujourd'hui décédé, qui s'est donné la mort. La religion, on a l'impression qu'elle est en filigrane partout dans cette affaire. C'est une impression ou c'est juste, Valentin ? Je pense que c'est une impression. Je pense vraiment que c'est une impression. Elle est en filigrane, la religion, chez les parents qui n'ont jamais caché leur foi catholique traditionnaliste, comme on dit. C'est le cas également des grands-parents. Est-ce que ça a été un axe d'enquête majeur des enquêteurs ? Naturellement, ils ont travaillé dessus. Ils sont comme vous et moi. Ils prêtent attention à tout, au profil particulier des personnes qui sont dans ce dossier, que ce soit la famille d'Émile, que ce soit également les villageois. Mais c'est une porte parmi tant d'autres. Bien sûr, quand Philippe et Anne Vedovigny ainsi que Marie et Colomban Soleil apprennent la nouvelle, c'est le dimanche 30, dimanche 31, puisque les ossements, le crâne a été retrouvé la veille. Oui. Donc c'est vraiment le dimanche de Pâques. Ils sont à la sortie de la messe, ils apprennent ça, et ensuite le procureur Blachon fait sa communication par voie de presse. Donc je ne dirais pas que c'est partout dans l'enquête. Bien sûr que ça intéresse les enquêteurs, mais c'est pas ce qui les motive véritablement au quotidien. Parce qu'il y a encore eu, pour alimenter ce qu'on dit là, les derniers gros actes d'investigation, c'est cette jardinière devant la chapelle au Vernet. Et c'est encore une fois autour de la religion qu'il se passe quelque chose. C'est l'église Saint-Martin, qui est située à proximité du lavoir. On est à 50 mètres de la maison d'Anne et Philippe Vedovigny. Il y a ce bac à fleurs en bois énorme qui sert aussi parfois de dépotoir pour celles et ceux qui passent, qui est embarqué. Il y a eu des analyses qui ont été menées sur ce bac à fleurs et le procureur Blachon l'avait dit lors de sa conférence de presse, ça n'avait rien donné de probant. Et on voit effectivement exactement ce bac à fleurs là à l'image qui a été prélevé, Guillaume. Parce que là on voit le Haut-Vernay, mais si on reste un instant sur la famille, il y a la question de la bouilladisse. Parce que le Haut-Vernay, c'est la maison où vivent, exactement. La résidence principale de la famille et notamment des grands-parents, c'est la Bouilladisse, donc qui est une autre commune dans le département des Bouches-du-Rhône. Et ce qui est un peu particulier, c'est que c'est une famille qui est à la fois repliée sur elle-même à certains égards. Cette maison de la Bouilladisse où il y a eu l'arrestation pour le placement en garde à vue des grands-parents, on va y venir dans un instant. Ce qu'on peut préciser, c'est qu'en l'état de nos informations, les enfants sont scolarisés à la maison, par exemple. Donc ce qui montre que c'est une famille qui est plutôt repliée, recluse. Mais d'un autre côté, le grand-père est ostéopathe. Il est pleinement inséré à la vie de la commune. Il a une patientèle. Il a plutôt bonne réputation de ce que l'on en sait. Donc il y a à la fois un côté, une famille fermée, mais néanmoins tout de même un peu ouverte. Et donc forcément, un faisceau de présomption sur, mais est-ce que dans le huis clos familial, il y a quelque chose qui se joue ? En tout cas, les gendarmes ont pu le penser à un moment donné. Les grands-parents, présumés innocents, ont été entendus, et leur avocat, quand il a pu s'exprimer, leur avocate et leur avocat, ils ont plusieurs conseils, disent mais au fond eux ont livré une version, ils ne demandent qu'une chose, c'est qu'elle soit éprouvée par les faits,
Et donc, l'enquête se poursuit. Mais évidemment, le mode de vie un peu particulier de cette famille alimente beaucoup de présomptions, de suspicions. Alors, la piste familiale a été évidemment étudiée précisément par les enquêteurs. On va y venir, notamment avec ce placement en garde à vue des grands-parents du petit Émile. C'est une séquence qu'on revoit dans votre format. On va regarder un extrait. Vers 6h du matin le 25 mars, perquisition du domicile des grands-parents. Du matériel informatique, cette voiture et cette remorque à chevaux sont saisis. Le couple et 2 de leurs enfants majeurs sont placés en garde à vue à Marseille pour homicide volontaire et recel de cadavres. Les premières gardes à vue depuis le début de l'enquête. On va interpeller des gens chez eux à la maison, par surprise, parce qu'on veut consacrer effectivement l'effet de surprise, on veut limiter la concertation, on veut faire cesser éventuellement la pression sur les témoins, on veut minimiser le risque de dépérissement des preuves. On ne s'y attendait pas du tout. On se dit, tiens, la piste criminelle, la piste familiale est encore vraiment dans le viseur des enquêteurs. Camilla, la piste familiale, c'est une des pistes qui fait partie de nombreux autres. Ça n'incrimine pas évidemment la famille, mais ça fait partie des pistes. J'ai presque envie de dire, classiquement aussi, comme dans tout dossier, les dernières personnes à avoir vu la personne décédée, elles font partie des suspects. Dès le début, les gendarmes ne s'en cachent pas. Toutes les pistes sont étudiées et au moment où la garde à vue de la famille se termine, on n'atteint pas les 48 heures de garde à vue que les grands-parents sont relâchés, sont remis en liberté. Et après, le procureur de la République dira que la piste familiale n'est pas refermée. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas assez d'éléments pour une mise en examen, mais pour l'instant, ça ne veut pas dire non plus que c'est complètement terminé du côté de la famille. Je pense que les investigations sont toujours en cours à ce niveau-là. Ces gardes à vue, elles ont changé beaucoup de choses pour les grands-parents d'Émile, notamment sur la manière dont ils ont organisé leur dernière semaine et leur été. Ça fait partie des informations que vous avez pu recueillir. Oui, effectivement, Anne-Philippe Vedovini font face et ont décidé de ne pas retourner pour l'instant au Auvernais. Ce qui n'était pas le cas à l'été 2024. Mais entre-temps, il y a eu les gardes à vue. Et donc, ces gardes à vue ont été difficiles pour eux, parce que c'est le moment où ils ont eu accès à certaines déclarations, notamment de leur voisinage. Au Vernet. Ils avaient confiance en certaines personnes et certaines personnes ont eu des mots très durs, les ont descendus lors des auditions face aux gendarmes. Donc, ils ont voulu éviter, se préserver, je pense, et ne pas retourner tout de suite au hameau, là où leur petit-fils avait disparu 2 ans avant, et là où ils étaient susceptibles de croiser des personnes qui avaient eu des mots très durs, des déclarations très dures lors des auditions face aux gendarmes. Ils ont donc privilégié des vacances ailleurs que dans les Alpes d'Haute-Provence. Et c'est rare parce que on connaît le Haut-Vernay, mais la famille Vedovini va dans les Alpes d'Haute-Provence depuis plusieurs décennies. Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, connaît ce territoire depuis qu'il est enfant, par son père, André, qui possède une maison juste à côté du Vernet, dans un hameau qu'on appelle Boulard, qui est situé sur la commune de Beaujeu. On est à, grosso modo, 15 minutes en voiture de cet endroit. Donc, je pense que ça a été difficile pour eux de ne pas aller se ressourcer dans les Alpes de Haute-Provence, mais ils ont évité de faire face à ces difficultés. Vous parlez de la piste familiale. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est 1 an après la remise du rapport du professeur d'Outremepuche sur les analyses. Je rappelle le professeur d'Outremepuche pour le contexte, qui dirige un laboratoire à Bordeaux extrêmement précis, peut-être le meilleur, le plus précis laboratoire pour obtenir des résultats. C'est là que les ossements du petit Émile ont été envoyés et le rapport a effectivement été envoyé il y a pile 1 an, quasiment jour pour jour. C'est lui qui l'a la jardinière aussi. Au moment. Ces expertises envoyées au juge, on ne les a jamais vues. On ne les a jamais vues. Alors nous... C'est normal. Mais secret de l'instruction, vous avez raison. Philippe et Anne Vedovini sont partie civile dans ce dossier. Oui. 1 an après, ils n'ont toujours pas accès à ces expertises. Mais pourquoi ? C'est ça la question. Et pourquoi ? Soit parce qu'on ne veut pas leur montrer, soit parce que la justice les considère encore comme des personnes présumées coupables. En tout cas, ne pas avoir accès à ce rapport les chagrine et chagrine également leur avocate, parce qu'ils ne peuvent pas avancer et se projeter sereinement tant qu'ils n'ont pas accès à l'intégralité
du dossier. Donc 1 an après, ils attendent avec impatience de pouvoir lire ce qu'a conclu le professeur d'Outremepuich. Camilla ? Sur cette piste familiale à décharge de la famille, précisons tout de même qu'il y a une femme qui a été condamnée pour diffamation, qui a porté de fausses accusations à l'encontre de Philippe Vedovini en disant qu'il avait attouché des gens dans son cabinet d'ostéopathie, et elle a été condamnée à verser 2 000 euros d'amende. Donc c'est aussi qu'il y a eu des fausses informations qui ont été livrées aux enquêteurs. Le grand-père, effectivement, Philippe Vedovini, lui, il fait l'objet d'une rumeur publique qui est extrêmement lourde. D'abord, il est innocent de tout à l'heure où nous on diffuse cette émission, et puis surtout, son passé est remué par les enquêteurs. Bon, ça c'est ce qui se passe dans le cadre d'une information judiciaire, mais aussi par la presse, aussi par des gens qui sont des curieux. Et dans son passé, il y a le fait qu'il a été membre de cette communauté religieuse de Riomant dans les années 1990. D'ailleurs, selon nos informations, il a même porté la soutane un certain temps. Il s'était interrogé sur sa vocation, est-ce qu'il allait devenir moine ou pas. En tout cas, il y a eu une interrogation de sa part. Finalement, c'est pas le chemin qu'il a suivi pour sa vie, mais en 2018, il a été entendu comme témoin assisté parce qu'il aurait commis des violences. J'emploie le conditionnel parce qu'il était témoin assisté, il n'a pas été poursuivi, donc il est là aussi pleinement innocent de ces faits-là. Mais évidemment, quand vous êtes interrogé en tant que témoin assisté pour des faits de violence dans une communauté religieuse, ça peut aller très vite sur le plan de la rumeur publique en disant mais au fond vous auriez la main lourde, donc vous avez été violent un jour ou vous l'auriez été, donc vous le resteriez. Et donc le scénario s'échafaude de Émile qui reçoit des coups et qu'on essaye de dissimuler sa mort. Et cette théorie-là, qui n'est validée par rien à cette heure, évidemment, lui, publiquement, il doit porter cette accusation-là, qui est quand même particulièrement lourde. C'est aussi pour ça qu'ils cultivent une grande discrétion, parce qu'ils veulent se préserver, parce qu'ils veulent préserver leurs enfants. Il y en a encore des très jeunes. Et parce qu'ils veulent préserver également les relations qu'ils ont avec les parents d'Émile. Il faut imaginer le cataclysme que peut représenter cette affaire dans une famille. C'est très difficile, d'autant que Marie et Colomban n'ont pas le même avocat que Anne et Philippe Vedovini. Et parfois, il y a des stratégies, j'ai envie de dire, contraires, qui se heurtent. Donc non, ce sont des gens qui se préservent. On parlait de la réputation de Philippe Vedovini, une très grosse réputation d'ostéopathe. Il est suivi par de nombreuses personnes dans les Bouches-du-Rhône, mais également des patients du Vernet qui descendent 1 à 2 fois par an pour se faire soigner par Philippe Vedovini. Naturellement, après les gardes à vue, il y a eu de nouveaux patients qui venaient voir un peu la bête. Mais il en a perdu énormément parce que même s'il est ressorti sans aucune poursuite, il a vu son chiffre d'affaires baisser. Donc ce sont des gens qui se préservent un maximum pour leur tranquillité et aussi pour leur vie professionnelle. Un mot du Vernet, puisque vous en parlez, ce village, et on sait que cette affaire, on la compare souvent au Petit Grégory, et on sait à quel point cette région, elle a été marquée par l'affaire du Petit Grégory. Le Vernet est marqué par l'affaire du Petit Émile. Ce dimanche, c'est la fête du retour. C'est la fête traditionnelle locale du Vernet. C'était hier, c'était ce week-end. Et vous y étiez. Est-ce que les gens parlaient d'Émile ? Pas du tout. Ils veulent tourner la page, ils sont comment ? Ils veulent pas tourner la page, ils veulent aussi reprendre leur vie et la vie qui a toujours été la leur pendant des siècles et des siècles. Donc hier c'est la fête du retour, c'est un peu la fête sans les touristes, c'est-à-dire que ce sont tous les habitants qui se réunissent des villages voisins. Il y avait une super ambiance malgré la pluie et ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça parce que c'est pas qu'ils veulent l'oublier, ils pensent régulièrement à Émile. De toute façon, il faudrait être insensible pour voir cette photo avec le pissenlit sur l'oreille et ne pas penser à ce petit garçon. Ils y pensent, mais ça les a aussi profondément marqués, chahutés. La rumeur publique dont a souffert et dont souffre encore Philippe Vedovini, le jeune agriculteur qui a été ciblé, visé par des accusations, lui aussi, il la porte avec toute sa famille. Et lui aussi a une grande famille. Donc, ça a été vraiment une bombe, cette affaire, dans un village de 220 habitants à l'année. Vous imaginez, on ne sait toujours pas où est ce petit garçon et ce qui lui est arrivé. Et on ne sait toujours pas qui a pu lui faire du mal. Donc non, ils préfèrent ne pas en parler et attendre des réponses avec impatience. Merci beaucoup à vous deux d'être sur le plateau d'Histoire criminelle. C'était passionnant d'avoir les toutes dernières informations. On comprend que l'enquête, elle se poursuit, qu'on est donc loin du cold case aujourd'hui. Grâce à votre long format, on revoit et on reprend toute cette histoire. On la comprend aussi mieux. Merci beaucoup Camilla d'être venue sur notre plateau. Guillaume, vous restez avec moi, on va se retrouver dans un instant. Et puis on va évoquer le procès de Cédric Jubilard. C'est dans 8 jours exactement qu'il débutera. Cédric Jubilard, jugé pour le meurtre de sa femme. Un procès très particulier. Vous entendrez les dernières déclarations de son avocate. À tout de suite.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Histoire criminelle. Dans un instant, vous entendrez maître Emmanuelle Franck. Elle a la lourde tâche de défendre Cédric Jubilard. Son procès débutera dans 8 jours très exactement. Il sera jugé pour le meurtre de sa femme. Dossier très particulier, sans corps, sans aveu, sans preuve matérielle irréfutable. Elle nous dira comment elle compte le défendre. Mais d'abord, le viseur de Guillaume Fard. Et dans le viseur de Guillaume Fard, Guillaume, on va se plonger dans les derniers rebondissements sur le meurtre de la joggeuse Agathe Hilleret. Et oui, parce qu'il y a eu un rebondissement particulier cette semaine. Vous vous souvenez, l'affaire Agathe Hilleret, elle était partie faire son jogging le 10 avril dernier dans le département de la Vienne. Et puis, son corps avait finalement été retrouvé le 4 mai dernier, après 3 semaines d'intenses recherches qui avaient mobilisé d'ailleurs plus de 300 personnes. Le rebondissement cette semaine, c'est qu'un homme qui a déjà été condamné dans des affaires de viol et d'agression sexuelle. Cet homme a été placé en garde à vue, puis il a été mis en examen pour meurtre. Il est toujours évidemment présumé innocent et il a été écroué. Et c'est ça le rebondissement de la semaine, c'est qu'on aurait peut-être le fin mot de cette histoire. Et vous nous expliquez cette semaine les secrets d'enquête. C'est grâce, tout bêtement, j'ai envie de dire, à une montre connectée que les enquêteurs ont pu remonter à cet homme. Oui, c'est le premier élément. Comme beaucoup de joggeuses, Agathe Hilleret portait une montre connectée et cette montre connectée, les gendarmes ont exploité les données numériques qu'elle contient et ces données ont mis à jour le fait que peu de temps en fait avant sa mort, il y a eu une accélération brutale de son rythme cardiaque. En tout cas, quelque chose qui ne correspondait pas exactement au déroulé normal de la course, comme si elle avait dû faire un effort brutal et soudain. Et ensuite, plus rien, plus d'activité cardiaque sur cette montre. Donc ça donnait déjà une première information sur le fait que quelque chose d'anormal s'était passé. Cette montre, il faut savoir qu'elle est géolocalisée au mètre près. Et donc, les enquêteurs ont aussi pu comparer des points GPS et voir que l'endroit où la montre a signalé qu'il y avait eu un arrêt cardiaque, en tout cas plus de battements cardiaques, n'était pas le même endroit que l'endroit où le corps d'Agathe a été retrouvé. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait probablement eu un déplacement post-mortem. Et ça, déjà, pour les enquêteurs, ça disait quelque chose, ça a écarté la piste accidentelle et ça renforçait considérablement la piste criminelle. Mais il y a un deuxième élément, c'est la téléphonie. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes quasiment certain qu'il faut regarder du côté de la piste criminelle, reste à savoir qui. Et donc là, vous regardez les bornages des téléphones. C'est ce qu'ils ont fait en faisant cette zone de recherche, cette zone de bornage. Et dans cette zone, vous allez regarder les numéros qui ont accroché les différentes antennes relais. Et donc ça, c'est un énorme travail. Mais parmi ces numéros, parmi les informations que le bornage a révélées, il y avait un homme qui, lui, figurait au fichier des délinquants sexuels, qui avait un alibi qui était un alibi un peu fragile. Cet homme, il a été placé en garde à vue. Et pendant qu'il était placé en garde à vue, on a regardé son véhicule. Et dans son véhicule, on a retrouvé l'ADN d'Agathe Hilleret. Ça ne veut pas dire que cet homme est coupable. Je le disais, il reste présumé innocent, mais ça renforce considérablement les soupçons et les charges qui pèsent sur lui. Cette affaire, elle a beaucoup marqué. On en a beaucoup parlé parce que dès qu'on évoque le terme de joggeuse assassinée, il y a une psychose qui arrive. Oui, parce que la joggeuse, d'abord, c'est une figure par essence un peu vulnérable. C'est la femme seule qui va courir dans une zone plutôt reculée, plutôt isolée, généralement des bois, qui n'a pas véritablement de moyen de fuite si elle est agressée, à part prendre un peu ses jambes à son cou. Et malheureusement, la plupart du temps, les agresseurs parviennent à prendre le dessus. Et donc, il y a ce côté un peu interchangeabilité des victimes. Il y a par association beaucoup de femmes qui se disent mais ça pourrait être moi dans les bois qui me fait agresser. Et les archives criminelles leur donnent plutôt raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affaires, hélas beaucoup trop d'affaires de femmes qui sont agressées, violées, tuées après leur jogging ou pendant leur jogging, si bien qu'on ne compte pas le nombre de séries, de romans policiers où il y a ce scénario de la joggeuse agressée. Au point d'ailleurs que cela a inspiré un certain Jonathan Daval qui avait, vous vous en souvenez, dans l'affaire de la disparition de sa femme, qui en fait était le meurtre de sa femme, avait au départ essayé de construire un scénario autour de sa disparition pendant un jogging. Donc effectivement, les joggeuses restent des personnes vulnérables et à la merci des prédateurs sexuels et des criminels. Merci beaucoup Guillaume, dans le viseur de Guillaume Fard tous les dimanches dans Histoire criminelle. Et avec Guillaume, on va rejoindre notre grand témoin. Notre
notre grand témoin, qui n'est autre que l'avocate, je le disais, qui a peut-être le plus de pression sur les épaules en cette rentrée. Voilà une façon de vous accueillir très délicate. Maître Emmanuel Franck, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de Cédric Jubilard, avec votre confrère Maître Alexandre Martin, qu'on salue. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre « Comment pouvez-vous les défendre » aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On peut le dire, c'est peut-être votre dernière grande interview avant le début du procès, parce que vous allez après rentrer dans votre bulle, où vous êtes déjà un peu, parce que vous avez évidemment eu un été studieux. Question très simple pour commencer, dans quel état d'esprit vous êtes à 3 semaines du procès qui va donc démarrer, on le rappelle, le 22 septembre devant les assises du Tarn? Un état d'esprit extrêmement concentré. Cela fait, je dirais, plusieurs années qu'avec mon confrère Alexandre Martin, nous levons, nous mangeons, nous vivons, nous dormons avec le dossier Cédric Jubilard et évidemment les choses se sont accélérées cet été. Nous sommes dans notre bulle, nous travaillons ensemble, chacun de son côté, puis ensemble et donc voilà un état d'esprit extrêmement concentré à l'approche de ce procès. Est-ce que quand on est une avocate comme vous, rompue à ces grands dossiers, quand on aborde un tel procès, on se dit quand même, est-ce que je vais y arriver ? Oui, évidemment, et je crois que c'est bon signe d'ailleurs. Je pense qu'il est toujours très important de douter. C'est un métier qui oblige d'une certaine humilité. Et donc cette humilité, elle est nécessaire, ce stress est nécessaire, cette peur de ne pas y arriver est éminemment nécessaire pour arriver à donner le meilleur de soi-même. C'est un peu comme en matière sportive, je crois. On a un peu l'impression avec Alexandre Martin de se préparer à un marathon ces derniers temps. On va reprendre évidemment toute l'histoire avec Guillaume, toute cette affaire Jubilard. Peut-être un mot de l'état d'esprit de votre client. J'imagine que vous vous entretenez régulièrement avec lui avant le début de ce procès. Comment aborde-t-il le procès ? Est-ce qu'il faut s'attendre à des déclarations ? Est-ce qu'il faut s'attendre à des révélations ? Non, c'est un homme qui, depuis désormais 4 ans et demi, dit toujours la même chose. Il y a une certaine constance, je dirais assez rassurante, d'ailleurs, chez Cédric Jubilard, qui consiste à toujours dire la même chose, à savoir, je ne suis peut-être pas, et je n'ai peut-être pas été un mari parfait, peut-être pas un papa parfait, je ne suis certainement pas parfait. Par contre, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas un meurtrier et je n'ai pas tué Delphine. Il y a eu plusieurs rebondissements au cours de l'été. Il y en a eu 2 essentiellement. Le premier, c'est le fait que vous étiez 3 à défendre Cédric Jubilard. Et il y a votre confrère Alexandre Martin, il y avait votre confrère Jean-Baptiste Allary, et fin juillet, Jean-Baptiste Allary dit « Je renonce, je jette l'éponge, trop de pression ». Ça a suscité beaucoup de troubles, beaucoup de questions. Comment à 1 mois d'un procès, on peut se dire « J'ai trop de pression, j'abandonne ». On peut se demander s'il n'a pas vu, lui, un dossier impossible à défendre. Alors, on n'est absolument pas sur ce registre-là. D'ailleurs, je crois qu'en même temps qu'il disait qu'il abandonnait la défense de Cédric Jubilard, il a pris le soin de rappeler qu'il était convaincu à titre personnel et en qualité d'avocat également que cet homme était innocent et que ça n'avait donc rien à voir. Les raisons qui l'ont poussé à ne pas continuer la défense de Cédric Jubilard sont des raisons personnelles que donc par nature il ne m'appartient pas évidemment de les commenter et je n'en connais pas d'ailleurs tous les tenants et les aboutissants. Donc on est vraiment sur le terrain personnel et pas un défaut, comme j'ai pu le lire, un défaut de conviction de l'innocence de son client. On n'est pas sur ce terrain-là. Nous sommes sur des raisons personnelles. Deuxième rebondissement de l'été, c'est ce supplément d'information qui a été demandé à 1 mois et demi du procès. Assez surprenant, extrêmement rare. Peut-être, Guillaume, rappelez-nous pourquoi on a fait un supplément d'information. Parce qu'il y a une femme qui est une des protagonistes assez centrales maintenant de ce dossier. Jennifer, c'est comme ça qu'elle est prénommée, qui elle dit que Cédric Jubilard lui aurait fait des aveux. Et donc, évidemment, vu la teneur des aveux, les aveux seraient qu'il aurait tué Delphine Jubilard et qu'il aurait ensuite enfoui le corps dans une ferme agricole. Et donc, ça a nécessité que cette femme soit entendue. Au cœur de l'été, ça a été un peu le rebondissement de cet été, juste avant le procès, vous le rappelez, Philippe, qui s'ouvre le 22 septembre prochain. Elle fait des déclarations très précises sur ce que Cédric Jubilard lui aurait dit, la manière dont il l'a étranglé, la manière dont il s'est débarrassé du corps. Il lui indique même la zone où il se serait débarrassé du corps. Même si le supplément d'information n'a pas débouché sur grand-chose, ça laisse une impression quand même très particulière avant ce procès. Et surtout, on se dit, pourquoi Cédric Jubilard irait inventer de telles choses ? Je crois que surtout que ce témoignage doit être apprécié dans la globalité de ce dossier, où vous l'avez déjà peut-être observé, et vous l'observerez encore plus évidemment lors de ce procès, nous avons une agrégation de plein de gens qui à un moment donné veulent prendre la lumière. Donc cette dame était déjà... parce que Cédric Jubilard parle beaucoup, il avait parlé à ses co-détenus, là il se met à parler à son ex-copine. Non mais déjà Cédric Jubilard, sa position par rapport à Jennifer est de dire moi je ne lui ai absolument rien dit. Nous avons cette femme qui est manifestement
manifestement une intrigante, qui était déjà dans le giron de Cédric Jubilard en 2021 et qui déjà cherchait à lui soutirer des informations. Ensuite, la relation avait stoppé parce qu'elle avait découvert qu'il avait une autre dame, Séverine, dans sa vie, et puis elle a repris des contacts avec, dans un contexte très particulier où dans le même temps, elle fait un documentaire pour un journaliste du Parisien, dans le même temps, elle pose des quantités. Donc elle cherche la lumière, c'est ça que vous nous dites ? Et elle fait des déclarations qui sont à la fois précises, mais surtout extrêmement imprécises et qui de toute façon ne collent pas avec les éléments du dossier, raison pour laquelle je pense, Madame le Président, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, a certes sollicité que cette dame soit entendue, mais n'a pas sollicité derrière des investigations complémentaires. Cette femme qui reparle de la fameuse couette, alors la couette c'est devenu un symbole de ce procès, tout le monde parle de la couette, on rappelle, les gendarmes, Delphine disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les gendarmes quand ils débarquent chez Cédric Jubilard et Delphine découvrent une couette sur un étendoir qui a été lavé. Housse de couette. Housse de couette, pardon, vous avez raison. Housse de couette. Il y a la couette, sur les housse de couette, c'est plus difficile. Housse de couette qui a été lavée parce qu'il y aurait eu des traces de la mort de Delphine dessus. Oui, mais enfin ça c'est ce que l'on entend dans la presse. Alors au départ, vous aviez raison de faire le lapsus, ça me permet de rebondir. Au départ, c'était une housse de couette qui aurait été lavée dans la nuit de la disparition. C'est ce qu'avait dit le procureur de la République. On s'est vite rendu compte qu'il avait menti et raconté n'importe quoi puisque ça n'était pas conforme à la réalité. Donc de la couette, on est passé à la housse de couette quelques mois plus tard. En réalité, il y avait du linge qui séchait et les gendarmes de venir nous expliquer par analyse des photographies que la housse de couette semble avoir des zones un peu sombre et que donc peut-être elle est mouillée. Bon, tout ça on n'en sait rien. Il n'y a pas eu de constatation, il n'y a rien eu. C'est la housse de couette de la chambre du couple. Donc il va falloir à un moment donné qu'on explique à la défense ce qui s'est passé et contre quoi on doit se défendre. Est-ce qu'on doit se défendre contre un meurtre qui aurait lieu dans la chambre, qui aurait lieu dehors et qui aurait été entendu par les voisines, qui aurait lieu dans le salon entendu par l'enfant du couple. Enfin à un moment donné, c'est quand même un peu la foire au scénario. Pour défendre d'ailleurs Cédric Jubilard, c'est votre rôle. Mais si on admet un instant que l'hypothèse que ce ne serait pas Cédric Jubilard, présumé innocent du reste, ce serait qui ? Pourquoi Delphine Jubilard sortirait de chez elle cette nuit-là ? C'est quoi votre thèse ? Pourquoi elle sort ? Très difficile pour la défense d'avoir une thèse parce que, comme on a pu le dire à plusieurs reprises, on n'est pas dans une procédure à l'américaine où on aurait, nous, la défense, des pouvoirs d'enquête. On aurait affaire à des détectives qui nous aideraient là-dedans. Nous ne sommes pas dans cette procédure-là, donc on est obligé de se baser sur le travail des enquêteurs. Et aujourd'hui, on a une enquête qui, dès le premier jour, n'a eu vocation à réunir que des éléments contre Cédric Jubilard. Donc on est un peu à jeun d'éléments qui pourraient nous permettre d'aller au-delà. Oui, mais pour répondre à votre question, malgré tout, le dossier recèle un certain nombre de pistes qui ont été un peu exploitées et pas assez, et que nous exposerons tout simplement devant la cour d'assises. Il ne nous appartient pas de prouver l'innocence d'un homme, ne renversons quand même pas la charge de la preuve. Par contre, nous avons matière, me semble-t-il, et en tout cas ça sera aussi notre travail, à expliquer à des jurés qu'il y a d'autres pistes et que si elles ne sont pas abouties et qu'on ne peut pas leur présenter un scénario, c'est aussi parce que l'enquête a été extrêmement mal faite. C'est le sentiment de la défense. C'est une enquête qui a été très bien faite dans l'hypothèse de Cédric Jubilard pour rechercher sa culpabilité, mais extrêmement mal faite pour le reste. Il y a quand même dans le dossier beaucoup d'éléments, on ne va pas tous les reprendre, mais un quand même. Le bornage du téléphone de Cédric Jubilard. Son téléphone borne, alors quand on dit borne, ça veut dire qu'il y a des antennes qui accrochent l'alerte, le réseau, le signal, voilà, le signal du téléphone. 17 fois, il est capté, ce téléphone, dans une zone boisée, non loin du domicile, le mois précédant la disparition. Le jour de la disparition de Delphine, le téléphone de Cédric borne une fois. La nuit de la disparition de Delphine, le téléphone de Cédric Jubilard borne une nouvelle fois dans cette même zone. Si on reprend le film, on pourrait se dire que pendant un mois, il a préparé les choses dans ce même lieu, que le jour même, il va peut-être déposer des choses, et que la nuit, il va y déposer le corps. Oui. À l'évidence, ça n'est pas ce qu'ont pensé les enquêteurs pendant 4 ans et demi, puisqu'en fait, dès le départ, c'est pas... là aussi, c'est arrivé 3 mois avant le procès, des avocats de partie civile ont sorti cet élément. Bon, cet élément, il est dans le dossier depuis 4 ans et demi, donc il était temps que les uns et les autres en prennent connaissance. Quoi qu'il en soit, les gendarmes ont écarté ce que vous êtes en train de dire, parce qu'ils ont dit, et ils le mettent dans un procès verbal, ce sont des faux positifs techniques, comme ils ont dupliqué le téléphone de Cédric Jubilard. Alors c'est une hypothèse. Deuxièmement, et je vais immédiatement contrecarrer cette
cette thèse-là, très facilement. Dans la journée du 15 décembre, entre midi et 2, nous avons effectivement ces fameux points GPS qui situeraient, et je parle au conditionnel, Cédric Jubilard dans un bois à Mirandole, je ne sais quoi. Dans le même temps, et nous le savons par des témoignages, mais également par sa téléphonie, il borne à Albi, puisqu'il travaille, il est sur un chantier, il a son chef de chantier qui est présent, il a son téléphone qui borne sur Albi, c'est-à-dire à une quarantaine de kilomètres de là, et il n'a pas de voiture ce jour-là. Donc si vous voulez, cette histoire de GPS entre midi et 2 le 15 est la démonstration même de ce que, manifestement, ça ne colle pas avec une réalité. On est dans un procès hors norme. En préparant avec Guillaume, on s'est dit, bon, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuves irréfutables. En même temps, tout semble accabler Cédric Jubilard. Et on s'est posé une question simple à Guillaume. C'est quoi votre meilleur atout ? Notre meilleur atout, il est à plusieurs niveaux. D'abord, c'est la connaissance du dossier. Ça, c'est le meilleur atout des avocats. C'est pour réussir, il faut travailler. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. L'autre meilleur atout, ce sont les règles de justice que nous devons appliquer, que l'on aimerait se voir appliquer lorsqu'on est juré. Et ces règles de justice font que, il faut l'espérer, en France, on ne peut pas condamner quelqu'un sans qu'il y ait de preuves, sans qu'il y ait suffisamment d'éléments et sans qu'il n'y ait de doute ou d'incertitude. Et donc notre meilleur atout, c'est de faire revenir les jurés à la base de ce qu'est notre justice et de ce qu'elle doit être. Le doute doit servir à l'accusé. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Franck, vous avez vu sur le plateau d'Histoire criminelle. On va suivre évidemment ce procès qui commence le 22 septembre prochain. Merci Guillaume, on se retrouve évidemment dimanche prochain. Tout de suite, l'info avance sur LCI. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Histoire criminelle.